tous et bienvenue ce soir. Il y a tout juste 3 ans, nous lancions les premiers afterwork, des programmes de formation continue en management, ressources humaines et carrière avec le professeur Ferrari et nous étions 15. Et ce soir, nous sommes très heureuses de vous accueillir pour ces rencontres qui grandissent. Voilà, donc nous avons ce soir le plaisir d'accueillir Shekinah Rocha, qui depuis cette année est responsable scientifique d'un module de la filière gestion de carrière, un module qui s'appelle ressources et résilience et qui travaille autour de la psychologie positive dans le conseil et l'orientation. Mais ce soir, elle est là avec nous pour nous parler d'un sujet qui est donc accompagner les trajectoires professionnelles, les clés de la psychologie positive. Bienvenue à toi, Shekinah. Merci. Et puis, bonne écoute. Merci. Je suis ravie d'être avec vous ce soir et d'être devant un public aussi nombreux. C'est vrai que peut-être que ça traduit cette idée que le monde du travail, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément évident. Et puis, on nous parle de burn-out, on nous parle de stress au travail, on nous parle de problèmes de motivation, de présentéisme, d'absentéisme. Et peut-être qu'il y a une volonté d'aborder ces questions-là sous un angle nouveau. Et peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes aussi nombreux ce soir. Le titre de la présentation, c'est « Accompagner les trajectoires professionnelles, les clés de la psychologie positive ». Et quand on parle de trajectoire professionnelle, en fait, souvent, on va dire qu'il y a plusieurs étapes. La première étape, ça va être de s'intégrer à un emploi. Ensuite, ça va être de demeurer dans un emploi. Éventuellement, peut-être de quitter ou de perdre son emploi, voire de se réorienter. Et puis ensuite, de réintégrer un emploi. Et on revient ensuite à ce cycle de demeurer dans un emploi. Et c'est un processus qui tend à se répéter de plus en plus souvent au cours des trajectoires professionnelles. Dans ce modèle par étapes, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à chacun de ces stades, il y a des difficultés qui sont saillantes et qui rendent nécessaire d'avoir un accompagnement. Par exemple, quand on est dans l'étape de s'intégrer dans un emploi, il va y avoir toutes les thématiques autour du choix professionnel. Comment choisir un métier, comment est-ce que savoir s'il va nous convenir, la motivation à s'insérer sur le marché de l'emploi. Quand on est dans la question de demeurer en emploi, il y a toutes les questions du burn-out, du stress au travail, des contraintes avec lesquelles on va devoir jongler, toutes les problématiques présentéisme, absentéisme. Je sais que le dernier afterwork portait sur cette question-là. Ensuite, pour les gens qui perdent leur emploi, il y a toutes sortes de problématiques qui surviennent également. On sait que la perte d'emploi est associée avec un accroissement des troubles psychiques comme la dépression, l'anxiété, la consommation de substances et même un plus haut taux de suicide chez les gens qui perdent leur emploi. Et du coup, on est en droit de se poser la question finalement, quelles sont les clés que la psychologie positive elle peut apporter pour favoriser chacune de ces étapes? Donc, la psychologie positive. En fait, la psychologie positive, elle est née des travaux de Martin Seligman, qui, à force de travailler avec des gens qui étaient dépressifs, en est venu lui-même à être un peu déprimé. Et puis, il s'est dit, mais finalement, en fait, on essaye d'apprendre aux gens à résoudre leurs problèmes, mais ce n'est pas pour autant qu'on leur apprend à bien vivre. Et du coup, il a fondé le mouvement de la psychologie positive avec son collègue Csikszentmihalyi, avec un article fondateur qui est paru dans les années 2000. Et puis, leur idée, c'était de lancer un courant qui va chercher à étudier scientifiquement le fonctionnement sain et optimal de l'individu, de pouvoir déterminer finalement quels sont les bien-être de l'épanouissement et du bonheur. Ensuite, de développer quelques méthodes pour favoriser ce bien-être et pour développer les facteurs de résilience quand les personnes sont confrontées à des sources de stress majeures dans leur vie. Comment est-ce qu'on peut favoriser le fait qu'ils reviennent à un fonctionnement qui est optimal ou qui est en tout cas pas une perte. Après, la psychologie positive, des fois, ça suscite un peu des regards désapprobateurs ou un peu méfiants de la part des gens, parce qu'il y a cette idée que faire de la psychologie positive, ça va être penser positif.
Puis en fait, les études montrent que le fait de dire aux gens qu'il faut penser positif, ça a l'effet inverse. Souvent, les gens vont être plus culpabilisés quand ils sont dans une situation stressante, puis qu'on leur dit « mais il faut penser positif », puis qu'ils n'y arrivent pas. Il va y avoir une part de culpabilité, donc ça va avoir exactement l'effet inverse. Dans la psychologie positive, on ne va pas non plus être dans le fait de feindre le bonheur. Parce qu'en fait, essayer de faire semblant d'éprouver des émotions qu'on n'a pas, c'est plutôt contre-productif. Après, c'est pas non plus être dans le déni et puis de dire tout est beau, tout est joli, la vie enfin de voir la vie en rose, mais ça va être plutôt d'essayer de développer des compétences, des techniques qu'on va pouvoir enseigner aux gens afin qu'ils puissent augmenter leur bien-être. Et puis, c'est toujours des techniques qui vont être validées scientifiquement. Donc, les travaux que je vais vous présenter ce soir, c'est des travaux qui sont issus de la recherche scientifique de ce courant qui tend à avoir un développement majeur dans la psychologie de nos jours. Après, la psychologie positive, elle va s'intéresser à la question du fonctionnement optimal de l'individu à plusieurs niveaux. D'une part, au niveau de la perception subjective que l'individu il a de son bien-être. Également, ils vont chercher à étudier, mais finalement, quelles sont les qualités positives des individus? Et puis, quelles sont les institutions qui vont favoriser le développement positif de l'individu? Donc, on va avoir l'ensemble des recherches vont s'intégrer dans ces trois axes-là. Et puis tous les travaux sur les interventions qu'on propose pour favoriser le bien-être, elles vont se centrer sur trois dimensions. La vie plaisante, qui est en fait le vécu d'émotions positives. La vie engagée. En fait, les chercheurs se sont rendus compte que le simple fait de vivre des émotions positives, ce n'est pas suffisant pour avoir une vie qui est satisfaisante ou qui est plaisante. Il faut aussi que l'individu puisse s'engager dans des activités dans lesquelles il peut utiliser ses forces. Et ensuite, l'axe de la vie pleine de sens, c'est-à-dire aller encore plus loin et regarder, mais finalement, comment est-ce qu'on peut aider les gens à trouver du sens à leur vie, du sens à leur travail, du sens aux situations dans lesquelles ils se trouvent. Et l'ensemble de ces trois dimensions, ça va nous donner ce qu'on appelle, j'ai traduit par la belle vie, parce que je n'arrivais pas à trouver exactement d'équivalent, mais c'est cette idée que finalement, toutes ces composantes sont en interaction, et puis que quand on arrive à maximiser l'ensemble de ces composantes, on arrive à la belle vie. Donc en fait, ce que je vous propose pour cet afterwork, ça va être de prendre chacune de ces dimensions-là et puis de voir finalement quels sont les impacts que les interventions qui ont été développées dans ce cadre-là peuvent avoir pour chaque étape des transitions, des trajectoires professionnelles. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de s'intéresser à ces trois dimensions dans le cadre des trajectoires professionnelles? Parce que plusieurs études ont montré que finalement, les gens qui sont heureux, les gens qui sont satisfaits de leur vie ou qui éprouvent du bien-être, en fait, ils réussissent mieux leurs études que les autres. Ils ont plus de facilité à obtenir un emploi, ils sont plus susceptibles de donner satisfaction dans leur emploi, ils sont plus susceptibles d'avoir un revenu élevé, de garder leur emploi, et s'ils le perdent, ils sont plus susceptibles d'en retrouver un. Donc de plus en plus, les travaux tendent à dire, mais finalement, il faut pouvoir promouvoir le bien-être des individus si on veut augmenter leur satisfaction au travail, mais également leur productivité. La conclusion d'une des revues de la littérature à ce sujet dit d'ailleurs, en fait, probablement même qu'on tend à sous-estimer l'impact du bien-être sur la productivité des travailleurs. Donc ça montre qu'il y a réellement un intérêt pour l'individu et pour l'entreprise à pouvoir favoriser ces différents aspects. Donc là, je vous disais, on va étudier comment ces trois dimensions peuvent être mises à profit dans les stades de vie. Pour la vie plaisante, on va se centrer sur les émotions positives. Pour la vie engagée, sur la notion des forces de caractère. Et puis, pour la vie pleine de sens, sur les questions de sens de la vie et de sens du travail. Et puis, pour cette question de la belle vie, c'est un peu le sucre de la fin de la présentation. C'est finalement comment est-ce que le jeu, le fait de transformer sa vie en un jeu, ça peut contribuer à rassembler l'ensemble de ces dimensions pour faire quelque chose qui va permettre d'avoir une vie qu'on peut considérer comme étant une belle vie. Donc, les émotions positives.
Je vous préviens dès le début, en fait, les émotions positives, des fois, les gens disent oui, mais bon, il n'y a pas vraiment d'émotions positives ou négatives, parce que finalement, toutes les émotions sont utiles. Et c'est vrai, on pourrait parler d'émotions satisfaisantes, mais je pense que c'est plus simple de parler d'émotions positives. Mais c'est vrai aussi que les émotions positives, comme les émotions négatives, ont une fonction. Et un des exemples qu'on peut prendre pour illustrer ces fonctions, c'est d'imaginer que vous vous retrouvez dans une forêt, et puis que tout à coup, surgit un ours. Là, vous allez avoir tout plein d'émotions négatives qui vont survenir en même temps et qui vont permettre de focaliser votre attention sur cet ours et de pouvoir ensuite adapter les réponses comportementales qu'il faut avoir quand on se retrouve face à un ours dans la forêt. Donc, idéalement, fuir, si jamais. Et en fait, c'est vrai que les études sur la dépression ont montré que les gens, quand ils ont une humeur déprimée, mais en fait, ils vont avoir tendance à avoir une focalisation réduite de leur attention. Ils vont se centrer sur des émotions, ils vont avoir des pensées pessimistes qui vont rendre leur humeur encore plus déprimée. Et puis, ce qui va pouvoir conduire à des niveaux cliniques de dépression. Donc, il y a un rétrécissement du champ de l'attention et du champ des répertoires de pensée qui vont finalement conduire à une sorte de spirale descendante au niveau émotionnel qui peut conduire jusqu'à la dépression. À l'inverse, si vous vous promenez dans la même forêt au bras de l'homme ou de la femme de votre vie, il y a de fortes probabilités pour que vous commenciez à remarquer que voilà, il y a des animaux, il y a des oiseaux, il y a des papillons, il y a des fleurs. Et en fait, effectivement, les études ont démontré que les émotions positives, elles ont pour effet d'élargir le champ de l'attention et vraiment au niveau visuel, les gens, quand ils éprouvent des émotions positives, ils vont pouvoir tenir compte d'un plus grand nombre d'informations, avoir une meilleure vue d'ensemble. Ça va élargir le répertoire de pensée et d'action des personnes qui vont à leur tour conduire à une augmentation du bien-être et qui vont pouvoir permettre la création de ressources durables. C'est-à-dire que la personne qui vit des émotions positives, elle va pouvoir mettre en œuvre des comportements qui vont peut-être être plus créatifs, par exemple, qui vont lui permettre de pouvoir créer des conditions qui sont plus satisfaisantes. Et c'est ce qu'on appelle la spirale ascendante. Et c'est un modèle dans le domaine de la psychologie qui est très réputé. C'est le modèle du Broaden and Build Theory de Barbara Fredrickson, qui rencontre actuellement un très grand succès dans le domaine de la psychologie positive et qui a donné lieu à beaucoup de recherches empiriques. Ces émotions positives, pour faire une brève liste, celles qui sont le plus étudiées, c'est la joie, la gratitude, la sérénité, l'intérêt, l'espoir, la fierté, l'amusement, l'inspiration, l'admiration et l'amour. Alors, quelles sont les implications finalement du fait d'éprouver des émotions positives sur les trajectoires professionnelles? Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'essayer de susciter des émotions positives aux différents stades des trajectoires? Si on prend l'étape du choix professionnel, en fait, déjà, on se rend compte que finalement, dans la liste que je vous ai présentée avant des émotions positives, l'intérêt est une émotion positive. Donc, en fait, les gens qui font une activité qui est plaisante, ça va susciter leur intérêt, qui va les conduire à essayer de reproduire des activités qui ressemblent et qui font qu'à long terme, ils vont s'engager dans des trajectoires qui sont liées à ces activités. Donc, on a déjà un fort lien entre le fait de, par exemple, se passionner pour la mécanique ou pour les relations humaines. Ça va être lié au fait d'éprouver des émotions positives et au fait de développer son intérêt. Ensuite, les recherches, elles ont montré aussi que les individus qui éprouvent des émotions positives vont être plus susceptibles que les autres de s'engager dans des conduites d'exploration. Et ça veut dire qu'au moment du choix professionnel, quelqu'un qui a tendance à éprouver des émotions positives va avoir beaucoup plus de chances d'explorer plus largement son environnement et de peut-être être en contact avec des activités qui vont lui permettre de s'engager dans des trajectoires qu'il n'avait pas soupçonnées au départ. Par ailleurs, il y a plusieurs chercheurs qui ont mis en évidence que quand on éprouve des émotions positives, on va considérer un nombre plus grand d'alternatives quand on fait des choix.
Et c'est important pour la question du choix professionnel parce que finalement, si on considère un set très limité de choix, il y a de fortes chances qu'on puisse manquer toutes sortes d'opportunités qu'il y a autour. Donc en fait, encourager les gens à vivre des émotions positives pendant ce processus de choix, c'est aussi susceptible d'élargir le nombre d'alternatives qu'ils vont considérer. Et puis enfin, les émotions, elles ont été présentées comme étant des raccourcis cognitifs. Et c'est vrai que quand on parle de choix professionnel, souvent on présente ça d'une manière très cognitive, c'est-à-dire on fait un choix d'une manière très rationnelle, on regarde quels sont les arguments en faveur, quels sont les arguments en défaveur, et puis on imagine qu'on fait notre choix de manière très rationnelle. Puis en fait, ce que montrent les études, et notamment dans la psychologie, dans le domaine de l'économie, c'est qu'en général, les gens sont beaucoup moins rationnels que ce qu'on imagine qu'ils font, et puis que les émotions vont jouer un grand rôle. Alors comment est-ce qu'on peut utiliser ces émotions? Le fait de savoir que les émotions jouent un rôle vont avoir un effet de filtre sur les informations qu'on considère et puis sur la manière dont on les traite. Eh bien, ça va être par exemple d'essayer de demander aux gens, plutôt que de leur demander, mais finalement, entre cette option-là et cette option-là, c'est quoi les avantages et les inconvénients? Mais ça va être plutôt de dire, mais si vous vous imaginez dans cette option-là ou dans cette option-là, c'est quoi qui suscite le plus de joie en vous? Ou c'est quoi, quelles sont les émotions que ça suscite? Et il y a une théorie qui dit que, en fait, la joie, par exemple, c'est l'émotion du sens de la vie. C'est-à-dire qu'entre deux options, il y en a une qui vous apporte de la joie, c'est celle-ci qui va vous apporter le plus de satisfaction et qu'il faudrait pouvoir prendre. Et c'est vrai que de manière générale, on dit qu'à partir de quand on doit faire un choix qui est complexe, c'est-à-dire qui comprend plus de 7 facteurs, on aurait meilleur temps de se fier aux émotions que d'essayer de faire une analyse trop rationnelle parce qu'on risque d'attribuer beaucoup trop de poids à des facteurs qui n'en ont pas ou de négliger complètement des facteurs qui seraient particulièrement importants. Donc ça, c'est par rapport au choix professionnel. Si on regarde par rapport au monde du travail, pourquoi est-ce que ça va être important que les gens puissent vivre des émotions positives? Je vous ai un peu expliqué avant quels étaient l'impact des émotions positives sur tout le fonctionnement cognitif, émotionnel et comportemental. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'un des plus grands fléaux dans le monde du travail, c'est le stress. Et les émotions positives vont jouer un rôle très important dans les situations de stress. Quand on est dans une situation de stress, en général, la personne elle va faire une évaluation où elle va évaluer que la situation stressante, elle dépasse les ressources qu'elle a pour pouvoir y faire face. Du coup, elle va avoir un vécu émotionnel de l'ordre de la crainte, de l'anxiété, voire de la colère, qui vont la conduire à adopter des comportements qui vont être plutôt centrés sur l'évitement, on essaye d'éviter le problème, ou alors essayer de se relaxer, éventuellement se blâmer d'être aussi stressé. Ces comportements, ils vont avoir comme conséquence à court terme peut-être un certain soulagement, mais à long terme, la personne, elle ne va pas faire nécessairement d'apprentissage. Et puis, si la situation se reproduit, elle va être encore démunie pour y faire face. Et puis, ce qu'ont montré les travaux, notamment de Fredrickson, c'est qu'en fait, de par leur effet sur les cognitions, le fait d'éprouver des émotions positives avant ou pendant un événement stressant, en fait, ça permet à la personne d'éviter l'effet tunnel qu'on a vu avant et puis de considérer les choses sous plusieurs angles différents. En plus, il a été démontré que le fait d'éprouver des émotions positives, ça permet d'annuler l'effet des émotions négatives. Donc, par exemple, si vous avez une grande peur et puis qu'ensuite vous regardez par exemple un film drôle, il y a de fortes chances que votre niveau de peur va redescendre beaucoup plus rapidement si vous regardiez un film neutre ou encore un film encore plus angoissant. Donc, il y a cet effet finalement d'annuler l'effet des émotions négatives. Bonjour. Ensuite, les émotions positives vont avoir aussi un impact sur les comportements que les gens adoptent. Notamment, ils vont permettre de pouvoir élargir le répertoire de ces comportements, c'est-à-dire que les gens qui éprouvent des émotions positives vont pouvoir imaginer beaucoup plus de solutions possibles, de manières d'agir à une situation donnée. Et les résultats montrent qu'il y a notamment les gens qui éprouvent des émotions positives vont avoir plus de créativité, vont faire preuve de plus de créativité, vont être plus capables de prendre des décisions et de résoudre des problèmes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu par exemple parler dans les milieux professionnels de l'impact de l'humour dans les travaux d'équipe, où en fait ils ont montré que dans les équipes dans lesquelles il y avait de l'humour, en général l'humour
pouvait permettre d'adopter des comportements qui allaient favoriser la résolution de problèmes et qui allaient pouvoir permettre au final de trouver des solutions créatives. Après, la limite à ça, c'est que ça marche uniquement si le contexte est relativement sécuritaire. C'est-à-dire que si les gens sont tous sûrs qu'ils vont perdre leur travail, faire de l'humour, en général, ça ne va pas être très productif. Et puis, les conséquences à long terme, c'est que les études ont aussi montré que quand on éprouve des émotions positives, on va être beaucoup plus à même de réinterpréter nos réactions dans une situation donnée. Et du coup, ça va avec cette idée que ça va permettre de créer des ressources durables en disant dans telle situation, il s'est passé ça, voilà, si ça se reproduit, qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Donc, ça veut dire que sur le lieu de travail, éprouver des émotions positives, ça peut réellement avoir un impact sur la manière dont les gens vont percevoir le stress et dont ils vont le gérer et ensuite dont ils vont l'anticiper. Après, si on prend l'étape suivante, qui est celle des émotions positives, et si on pense à la perte d'emploi, pourquoi est-ce que ça va être important de susciter des émotions positives? Parce qu'en fait, je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent avec des personnes qui ont perdu leur emploi. Souvent, on peut observer très fortement l'effet tunnel des émotions négatives. C'est-à-dire des personnes qui, suite à toutes ces émotions négatives qui ont été suscitées par la perte d'emploi, vont se focaliser, par exemple, plus que sur une certaine problématique. On trouve, par exemple, chez les gens qui perdent leur emploi autour de la cinquantaine, une focalisation sur l'âge. J'ai 50 ans, je ne vais jamais retrouver de travail. Et c'est vrai, il ne faut pas nier que le fait que l'âge, c'est une difficulté pour pouvoir retrouver du travail, mais par contre, se focaliser uniquement là-dessus, on est sûr que ça n'ouvre aucune possibilité. Voilà. Donc en fait, les émotions positives, les gens qui sont au chômage et qui parviennent à vivre des émotions positives, ils vont pouvoir avoir cette possibilité finalement de contrer cet effet tunnel et éventuellement de pouvoir élargir leur perspective sur leur situation et sur les opportunités qu'ils pourraient rencontrer. En plus, vous avez vu avant que plus on éprouve des émotions positives, plus il y a un risque de tomber dans une spirale qui conduise à la dépression. Et puis, en effet, il y a certaines études qui ont montré que le ratio d'émotions positives divisé par les émotions négatives qu'on a par jour, ça prédit, c'est fortement lié à la santé mentale. Et en fait, il faudrait un ratio environ de 3 émotions positives pour une émotion négative. Et ce ratio-là serait un indice qui permet de différencier entre les gens qui ont une santé mentale qui est correcte avec ceux qui ont une santé mentale qui est sur le déclin. Donc en fait, éprouver des émotions positives durant ces périodes d'adversité, ça va être réellement un moyen de pouvoir préserver la santé mentale des personnes qui sont au chômage. Donc les clés par rapport à ces émotions positives pour accompagner les trajectoires professionnelles, ça va être d'identifier finalement quelles sont les sources d'émotions positives que les gens peuvent rencontrer dans leur vie, au travail, dans les périodes de transition, au chômage, et puis d'essayer de les activer, de mettre en place des actions qui vont leur permettre de pouvoir vivre ces émotions positives au quotidien. Après, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très grand. Juste pour vous dire, si je vous montre cette image, voilà, je vous vois sourire, il y a les traits qui se détendent. Donc là, c'est de l'attendrissement, c'est une émotion positive. Si je vous montre celle-ci, voilà, là on voit un peu les sourcils qui se frontent. On est de l'ordre de la curiosité, de l'intérêt. Il faut pouvoir un peu résoudre, essayer de comprendre cette image. C'est une deuxième émotion positive. Voilà, vous entendez les rires, là on a quelque chose de l'ordre de la joie, de l'amusement. Et c'est une troisième émotion positive. Donc rien qu'en étant venu à cette présentation, vous avez déjà 3 émotions positives de plus qui peuvent contrer le reste de ce que vous avez vécu aujourd'hui. Je passe à la question des forces de caractère. Souvent, c'est une notion qui parle plus dans le monde entrepreneurial que peut-être les émotions positives, on va dire. Parce que rien que le mot est déjà un peu plus musclé comme ça. Donc ces forces de caractère, qu'est-ce que c'est? En fait, Seligman, dont je vous parlais avant, il a constaté qu'on a le DSM, qui est le diagnostic des troubles psychiques, tout ce qui ne va pas chez l'être humain au niveau psychologique. On a une très bonne classification. Puis il s'est rendu compte, finalement, on n'a pas du tout de classification de la sorte pour ce qui fonctionne bien chez l'être humain, pour les qualités de l'être humain.
Et du coup, avec un bon nombre de ses collègues, ils ont développé ce qu'on appelle les VIA Strengths, c'est-à-dire les forces de caractère, les valeurs en action. Avec pour caractéristique, ils ont fait toute une revue de la littérature pour identifier, mais finalement, quelles sont les forces quelles sont les forces des gens. Puis ils se sont dit, mais ces forces, en fait, ça doit être quelque chose que les gens font naturellement, spontanément, comme des traits de personnalité. Ça doit être quelque chose, lorsqu'ils les mettent en pratique, qui leur donne de la satisfaction et qui leur donne de l'énergie. Ça doit être quelque chose qui est valorisé moralement dans toutes les cultures également, et puis qui est célébré par des rituels ou par des institutions. Et sur cette base-là, ils ont identifié 24 forces de caractère qui sont considérées comme étant, répondant à tous ces critères-là. Et puis, ce qu'ils ont observé, c'est que, en fait, l'idée, c'est pas que les gens ont ces forces ou ne les ont pas, mais c'est qu'ils les ont à un degré plus ou moins fort. Et du coup, ils ont inventé un questionnaire pour pouvoir évaluer. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que souvent, les gens ont 5 forces dans lesquelles ils sont particulièrement à l'aise, qui leur apportent particulièrement de plaisir. C'est ce qu'ils appellent la signature de ces forces de caractère. Et suite à ces travaux, il y a eu tout plein d'études pour évaluer quel est le lien entre le fait d'identifier ces forces et de pouvoir les utiliser et la santé mentale, le bien-être au travail, etc. L'idée de cette approche, c'est qu'ils vont essayer à la fois, en encourageant les gens à identifier, à utiliser leurs forces, à la fois de prévenir les problèmes, mais aussi de promouvoir la croissance humaine et puis de maximiser le potentiel humain. Parce que finalement, si les gens ont toutes ces forces, il faut pouvoir les utiliser pour maximiser leur potentiel et leur permettre de grandir. Alors, quelles sont les implications pour les trajectoires professionnelles? De nouveau, si on prend directement la question du choix, en fait, finalement, on pourrait se dire, identifier quelles sont les forces des gens, et puis essayer de leur donner l'opportunité de les mettre en pratique dans leur travail. Finalement, c'est déjà ce que fait la psychologie du conseil et de l'orientation. C'est la même chose, les théories du matching, par exemple, c'est l'idée qu'on va identifier quels sont les intérêts de la personne, et puis quelles sont les tâches qu'on doit faire, puis essayer de faire qu'il y ait la correspondance la plus idéale entre les deux. Donc c'est vrai, en ce sens-là, il y a de forts liens entre la psychologie positive et le conseil en orientation, les théories du conseil qui sont fréquentes dans le domaine. Après, il y a une différence quand même, c'est que cette approche sur les forces, elle va pouvoir permettre d'aborder la question différemment lorsque, par exemple, les gens doivent faire un choix par défaut. Si on pense par exemple aux migrants qui arrivent et puis à qui on dit, en fait, vous avez le choix entre 3 CFC. Du coup, c'est peut-être pas réellement un choix. La personne, ça ne correspond pas nécessairement à ses intérêts. Mais par contre, on va pouvoir essayer de dire, parmi ces 3 choix, c'est vrai que vous n'avez pas forcément quelque chose auquel spontanément vous trouvez votre compte, mais si on réfléchit, quelles sont vous les forces de caractère que vous avez et puis comment est-ce que vous pourriez les implémenter malgré le fait que le métier ne corresponde pas exactement à ce que vous recherchez. Et du coup, ça permet d'avoir une approche qui se centre sur les forces, non pas seulement en termes d'activités, de tâches à réaliser, mais plutôt de la manière dont elles sont réalisées. Par exemple, quelqu'un qui aurait comme force de caractère l'amour de l'apprentissage et qui doit faire un apprentissage qu'est-ce qu'on pourrait dire, et qui doit absolument faire un apprentissage de menuisier, par exemple, ça va être de dire, mais finalement, comment est-ce que vous pourriez utiliser cet amour de l'apprentissage dans le cadre de votre CFC. Si c'est la capacité à l'intelligence sociale, à comprendre ce que vivent les autres, auprès de qui est-ce que vous pourriez l'appliquer, même si vous faites un apprentissage de menuisier, par exemple. Et du coup, ça va être de susciter la réflexion, comment est-ce qu'on peut utiliser ces forces dans le métier, dans les tâches qu'on fait, même si on ne les a pas choisies. Et ça vaut aussi pour les tâches qu'on doit faire dans notre travail, parce que finalement, on n'a pas toujours que des tâches qu'on aime faire, mais on peut se poser la question, comment est-ce qu'on va pouvoir activer ces forces pour rendre les tâches avec un peu plus de sens. Il y a eu plusieurs études sur ces forces de caractère et puis leur impact sur le milieu du travail, justement. Et ce qu'ils ont montré, c'est que les gens qui utilisent quotidiennement leurs forces de caractère au travail, en fait, ils ont une plus grande satisfaction professionnelle, ils ont plus de plaisir dans leur travail, ils sont plus engagés dans leur travail et ils y trouvent également plus de sens.
Les recherches ont aussi montré qu'en fait, le fait de pouvoir connaître ses forces et de les utiliser dans les tâches qu'on fait, ça a un effet protecteur face au stress. Donc ça veut dire qu'il y a un réel enjeu quant au fait de pouvoir permettre aux gens de réaliser mais quelles sont leurs forces et puis comment est-ce qu'ils peuvent les mettre en pratique dans leur vie professionnelle. Quitte à faire ce qu'on appelle du job crafting, c'est-à-dire à changer un petit peu la nature des tâches qu'on doit faire pour pouvoir y trouver un peu plus de plaisir ou en tout cas y trouver quelque chose qui fait qu'on a l'impression qu'on a un certain degré de flexibilité là-dedans. Par exemple, si vous devez faire une tâche particulièrement ennuyeuse et que votre force c'est la créativité, ça peut être de se dire mais comment est-ce que je peux tourner cette tâche ennuyeuse en une occasion de développer ma créativité ou d'utiliser ma créativité. Si on passe à l'étape de la perte d'emploi, pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir miser sur les forces de caractère des gens? C'est parce que, comme je vous disais avant, en fait, une des caractéristiques des forces de caractère, c'est qu'elles permettent de donner du plaisir à la personne qui va le faire et aussi de lui donner de l'énergie. Et puis, en fait, les recherches montrent que de manière générale, le fait d'utiliser ces forces de caractère dans des moments difficiles, ça va permettre d'augmenter le bien-être, d'augmenter le sentiment de sens de la vie, d'augmenter le bonheur et d'augmenter les affects positifs qu'on ressent. Ça veut dire que dans les périodes qui sont difficiles, si on a l'opportunité de pouvoir utiliser ces forces, ça peut changer la tonalité de ce qu'on vit. Et quand on a une sale journée et puis qu'on a l'opportunité de pouvoir utiliser une de ces forces, ça va pouvoir peut-être complètement changer la tonalité de notre journée. Après, cette question de force, elle va aussi avoir un impact pour les gens qui souhaitent se réorienter. Parce qu'on dit dans les théories de l'orientation que souvent, en fait, on va choisir un métier, une formation en fonction de nos intérêts, de nos aptitudes. Ensuite, on va choisir notre métier en fonction de nos intérêts spécifiques et puis de notre personnalité aussi. Et puis ensuite, on va choisir notre poste en fonction des valeurs et des opportunités qu'il y a dans le marché du travail. Et ce qu'on observe souvent, c'est que les gens qui veulent se réorienter alors qu'ils sont déjà en poste, c'est que souvent, ils vont remettre en question tout le parcours. Puis ils vont dire, j'ai fait complètement fausse route. Mais en fait, c'est souvent une problématique qui est liée aux valeurs. Par exemple, la personne qui a travaillé dans le domaine de l'économie pendant des années et puis qui, un jour, se dit « mais en fait, je devrais être assistant social ». Et en fait, ce décalage avec les valeurs, ça va être quelque chose d'important à explorer lorsqu'on travaille avec des gens qui veulent se réorienter, en posant la question, par exemple, mais dans quelle mesure, dans votre poste actuel, vous pouvez utiliser vos forces de caractère ? Ensuite, dans quelle mesure est-ce qu'elles sont valorisées par l'environnement dans lequel vous travaillez? Et en fonction des réponses de la personne, investiguer, mais est-ce que ce serait possible de les utiliser davantage ou de trouver un moyen de pouvoir faire qu'elles soient davantage valorisées dans l'institution? Si la réponse est oui, ça va être peut-être dans un premier temps de tester ça, puis de voir si ça fonctionne ou pas. Si la personne retrouve du sens, redonne de la cohérence à son métier par ce biais-là. Et puis sinon, éventuellement, trouver un métier dans lequel il y a plus de chances que ces éléments-là puissent être valorisés. Donc, les clés, quand on parle des forces dans le cadre des trajectoires professionnelles, ça va vraiment être de pouvoir identifier quelles sont ces forces. Puis pour ça, il y a plusieurs outils à disposition. Il y a notamment le VIA Strengths Inventory, qui est un test qui peut être passé en ligne, gratuitement en français. Il faut juste savoir que vos données peuvent être utilisées à des fins de recherche. Ou alors sous forme de jeu de cartes, par exemple avec les jeunes, c'est quelque chose qui marche assez bien. Et puis ça permet d'identifier quelles sont les forces de caractère. Et rien que déjà avoir un post-it sur lequel sont notées nos 5 forces de caractère principales, ça a un effet sur le bien-être, sur la satisfaction avec la vie et ça diminue les symptômes physiques. Donc ça peut déjà être une bonne chose. Et puis ensuite, si on parvient à les utiliser quotidiennement et à être créatif dans la manière de les utiliser dans notre vie de tous les jours, ça a des effets qui sont encore décuplés. L'autre jour, je lisais les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar et j'ai trouvé que cette phrase résumait assez bien finalement l'impact des forces de caractère. C'est-à-dire que notre grande erreur est d'essayer d'obtenir de chacun en particulier des vertus qu'il n'a pas et de négliger de cultiver celles qu'il possède.
Et là, l'idée, c'est vraiment, avec ces forces de caractère, de cultiver les forces des gens, leur donner l'opportunité de pouvoir les utiliser pour augmenter le sens qu'ils donnent à leur travail et à leur vie. Ce qui m'amène à la troisième étape, la troisième catégorie, la question du sens du travail, la question du sens de la vie, qui est souvent mis en contradiction avec le burn-out. Les gens qui font un burn-out vont souvent dire « mais en fait, je ne voyais plus le sens de ce que je faisais » ou « je n'arrivais plus à trouver de sens à mon travail ». La question du sens, elle est venue plus tardivement dans le développement de la psychologie positive. Au début, la psychologie positive s'est surtout fait connaître pour ses travaux sur le bonheur, le bien-être, etc. Mais les auteurs ont fini par se rendre compte que des fois, plus les gens, en général, plus les gens cherchent le bonheur, plus ils le poursuivent, moins ils sont heureux. Et en fait, ils sont passés de cette conception d'un bien-être hédonique, qu'on va dire, le fait de vouloir vivre des émotions positives et de vouloir éviter de vivre des émotions négatives, à l'envie de s'intéresser, mais finalement, qu'est-ce qui fait que les gens trouvent du sens dans leur vie, et à cette question du bien-être qu'ils appellent le bien-être eudémonique ou le bien-être psychologique, qui va être centré sur finalement les activités dans lesquelles les gens peuvent s'engager et qui vont donner du sens à leur existence. Donc actuellement, il y a tout un éventail de travaux qui s'intéressent à cette question du sens dans le domaine de la psychologie positive, même si c'est quelque chose qui avait déjà été abordé pendant de nombreuses années, par exemple par la psychologie existentielle. Alors le sens de la vie, qu'est-ce que c'est? Finalement, quels sont les piliers fondamentaux du sens de la vie? Là, je vous présente un modèle qui est celui d'Emily Esfahani-Smith, qui a écrit un livre, si jamais, que je vous recommande fortement, qui s'appelle The Power of Meaning, où, en fait, elle part des revues de la littérature, où elle s'intéresse aux gens à qui on a demandé, mais finalement, qu'est-ce qui fait que votre vie a du sens? Et les réponses ont été synthétisées en 4 grandes catégories qui sont définies comme étant les piliers du sens. Et le premier, ça va être le sentiment d'appartenance. C'est-à-dire avoir avoir des gens autour de nous qui se soucient de nous, dont on se soucie, et puis avec qui on a des interactions fréquentes qui sont plaisantes. Ça, c'est un des piliers les plus centraux, c'est celui qui revient souvent quand on demande « mais qu'est-ce qui donne du sens à votre vie ?» C'est les relations qu'on a avec les gens. Au niveau du travail également, le fait d'avoir des bonnes relations avec les collègues, c'est considéré comme un des facteurs les plus porteurs pour le sens du travail. Avoir le sentiment de faire partie de l'entreprise, faire partie d'une équipe, d'y avoir sa place, c'est un des grands facteurs de sens au travail. Le deuxième, c'est l'idée d'avoir un but. En anglais, c'est purpose, mais c'est difficile à traduire. Donc, c'est cette idée qu'on a un but, mais qui n'est pas un objectif qu'on peut atteindre en le déclinant sous le format SMART, par exemple, mais quelque chose qui est assez lointain, qui est stable, qui est cohérent avec nos forces, avec qui on est, et puis qui implique une contribution au monde. C'est-à-dire quelque chose qui est comme en dehors de nous. Le fait de pouvoir contribuer à la société, c'est un des deuxièmes plus grands facteurs de sens, avoir l'impression que notre vie a un but. Un des troisièmes facteurs de sens, en fait, c'est l'histoire qu'on se raconte sur nos vies. Parce que finalement, nos vies, on peut les voir comme étant des petits éléments complètement disparates. Et l'histoire qu'on va se raconter à nous-mêmes, c'est ce qui va lui donner sa cohérence. Et puis, ce qu'ont observé les auteurs, c'est qu'on a 2 types d'histoires en général. Il y a les histoires de rédemption, qui vont être les histoires où on passe du mauvais au bon, et les histoires de contamination, où on passe du bon au mauvais. Donc typiquement, quelqu'un qui dirait, jusqu'à ici, ma vie, ça a toujours été que des épreuves, etc. Mais aujourd'hui, je vois tout le sens que ça avait, et puis je m'épanouis pleinement, je suis contente d'être passée par là. Là, on est clairement dans un récit de type rédempteur, on passe du mauvais au bon. Alors que les personnes qui disent, j'ai eu une enfance très heureuse, mais dès l'adolescence, tout a commencé à se casser la figure, et puis maintenant, il n'y a rien qui va. Là, on est clairement dans une histoire de contamination. Et le fait de raconter un récit rédempteur sur sa propre vie, c'est un des facteurs qui fait qu'en fait, on donne un sens qui est un sens positif à son existence. Et du coup, c'est le troisième pilier du sens de la vie.
Puis enfin, le quatrième, c'est le fait de pouvoir faire des expériences transcendantes, c'est-à-dire des expériences dans lesquelles on est tout à coup ramené à... Excusez-moi, on est ramené à toute la petitesse de notre vie, on va dire, comme si tout est remis en perspective. On va pouvoir réaliser que finalement, on n'est qu'une partie d'un tout immense. Et puis, c'est quelque chose où finalement, on fait ce qu'on appelle une expérience de mort de l'ego, qui nous permet de pouvoir affronter plus sereinement l'idée qu'on va effectivement mourir un jour. Et c'est quelque chose qui peut être un facteur de sens très puissant. Après, ces expériences transcendantes ne sont pas nécessairement religieuses. Le simple fait de contempler la beauté et de se sentir tout petit, c'est déjà une expérience de sens, une expérience transcendante. Et en fait, c'est quelque chose qui va permettre de vivre une réalité qui est plus élevée, dans le sens où, paradoxalement, on se sent plus petit, mais on sent aussi qu'on contribue à un tout qui nous dépasse et qui donne du sens aussi à notre vie. Alors, quelles sont les implications pour les trajectoires professionnelles ? De nouveau, quand on se pose sur la question du sens, peut-être vous avez déjà vu cette citation d'Aristote qui dit « mais là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent, là se trouve cette vocation. » Et puis c'est vrai que c'est une des grandes questions finalement, comment est-ce qu'on peut faire émerger le sens chez des gens qui doivent chercher un emploi ? Souvent le travail dans notre société, qui est quand même bien axé sur le travail, il va être très fortement lié au sens qu'on donne à notre vie. On va avoir l'envie que notre travail donne du sens à notre vie. Et puis finalement, quand on a quelqu'un où nous, on sait que le monde ne va pas très bien, qu'il y a tout plein de crises qui se produisent en ce moment-là, puis qu'on a des gens qui ont plein de talents qui leur sont propres, comment est-ce qu'on va pouvoir essayer de faire le lien entre ces deux pour pouvoir parvenir à quelque chose qui permette à l'humanité de progresser ? En ce moment, avec mon collègue Jonas Mazzanati de l'Université de Lausanne, on est en train de développer un outil sous forme de jeu de cartes où on présente aux jeunes quels sont les enjeux du monde et en leur demandant, mais finalement, parmi tous ces enjeux, tous ces objectifs qu'on devrait pouvoir atteindre pour vivre dans un monde meilleur, lesquels vous touchent le plus ? Et comment est-ce que vous aimeriez pouvoir y contribuer ? Et quel rôle votre travail pourrait jouer dans cette contribution ? Avec cette idée de pouvoir vraiment lier et donner une perspective plus globale à la personne qui fait un choix, pas uniquement pour pouvoir avoir un salaire, etc., mais aussi dans cette idée que la personne a un rôle à jouer dans la société. Et c'est vrai que c'est, pour avoir testé avec des ateliers de jeunes gymnasiens, il y a quelque chose d'assez incroyable quand la personne réalise que, celui qui veut devenir architecte, et puis qui réalise qu'il peut avoir un impact sur la protection de l'environnement par les bâtiments qu'il va construire, il y a une étincelle qui s'allume dans les yeux des jeunes qui est assez enthousiasmante. Mais c'est encore en cours de validation, alors je ne peux pas vous dire quelles sont les réelles implications empiriques. Après, quand on parle de sens, je vous disais avant, le sens de la vie et le sens du travail sont très liés dans nos cultures occidentales. Quand on parle de sens du travail, en fait, ça va être de se poser la question finalement, quelle est l'importance que j'accorde à mon travail dans ma vie ? Ensuite, qu'est-ce que je comprends de mon travail ? Qu'est-ce que j'en retiens ? Qu'est-ce que je vais pouvoir voir comme sens dans mon travail ? Quelle est la direction ? Vers quel objectif je vais avec mon travail ? Vers quoi est-ce que je peux tendre ? Et puis, quelle est la finalité ? Mais qu'est-ce que j'apporte aux autres au travers de mon travail ? Et puis, le fait de poser ces questions-là, ça va pouvoir permettre de faire émerger une réflexion sur le sens que l'on donne à son travail, dans une réflexion plus globale sur le sens de sa vie. La question du sens, pour les gens qui perdent leur emploi, elle est assez intéressante parce que finalement, la perte d'emploi, elle est considérée comme un des traumatismes les plus importants que quelqu'un peut vivre au cours de sa vie. Et c'est vrai que je parlais avant du taux de suicide qui augmente chez les gens qui perdent leur emploi. Ça montre bien à quel point finalement le travail il a une place centrale dans notre vie, dans notre identité, qui fait que quand on perd notre travail, on ne perd pas seulement un revenu, mais on perd aussi une structure de notre temps, on va perdre des relations avec les gens, on va perdre un moyen de contribuer à la société. Et en fait, cette perte, on va pouvoir dire finalement il y avait une situation initiale, de l'adversité, puis là il y a 3 scénarios possibles. Soit on part dans une pente descendante avec une perte de développement de pathologie, soit on parvient malgré tout à se réinsérer, et là du coup on est de l'ordre de la résilience.
Soit on peut même parvenir à un résultat qui est plus élevé, où la personne sort grandie de cette expérience. C'est ce qu'on appelle la croissance post-traumatique. Et en fait, les travaux montrent que beaucoup de gens, suite au fait d'avoir vécu quelque chose de particulièrement difficile dans leur vie, ils rapportent avoir des relations qui sont renforcées avec les autres. Ils ont pris conscience de la valeur des relations qu'ils avaient avec les autres. Ils ont découvert des nouveaux buts dans la vie, où ils sont redécouverts des forces. Par exemple, ils se disent « mais j'aurais jamais pensé que je pourrais survivre à ça » et en fait, j'ai découvert à quel point je pouvais être tenace ou persévérant. Il y a certains d'entre eux qui rapportent également une spiritualité approfondie, le sentiment qu'il y a un sens qui les dépasse et qui vient d'ailleurs. Et puis, une appréciation renouvelée de la vie, c'est-à-dire que les gens, suite à cet événement-là, vont pouvoir développer vont pouvoir plus savourer la vie telle qu'elle se présente, les petits plaisirs de la vie. Et pourquoi est-ce que c'est important dans le cadre de la perte d'emploi? Parce que finalement, en fait, ce que les auteurs concluent, c'est que ce n'est pas l'événement traumatisant en soi qui va pouvoir permettre de développer cette croissance, mais c'est le regard que les personnes vont pouvoir développer sur cet événement-là. Et il y a eu des études, par exemple, où ils ont demandé à des gens de tenir un journal pendant lequel ils notaient chaque jour, pendant 5 jours, durant 15 minutes, tous les bénéfices qu'ils pouvaient retirer du fait de la perte qu'ils avaient vécue, notamment de la perte d'emploi. Et en fait, les personnes qui arrivaient à faire ça, ensuite rapportaient un bien meilleur bien-être et un développement beaucoup plus positif. C'est-à-dire que quand on accompagne des gens qui ont vécu quelque chose de très difficile, peut-être qu'on ne va pas le faire tout de suite, directement après, de leur demander de réfléchir à quels sont les bénéfices, mais par contre, les amener à changer de perspective et à voir finalement qu'est-ce qu'ils peuvent gagner de cette situation-là. Ça devient quelque chose de très important pour qu'on ne reste pas dans la perte ou dans le maintien du statu quo, mais pour qu'on puisse permettre à la personne de grandir. Donc, les clés pour développer le sens de la vie, finalement, pour le sentiment d'appartenance, un des éléments essentiels, ça va être de favoriser les moments de connexion. Et ce n'est pas obligé d'être des connexions qui sont très longues. Même le simple fait d'avoir des interactions positives avec le caissier du supermarché ou le fleuriste du coin, ça va avoir déjà un impact qui fait que la personne, elle se sent connectée, elle pense que sa vie a du sens. Ensuite, un des éléments que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, les chercheurs, ils ont montré que le meilleur moyen de faire une tâche ennuyeuse et d'y trouver du sens, c'est de se mettre dans un état de service. C'est-à-dire de se dire qu'on ne le fait pas pour soi, mais qu'on le fait pour contribuer à la société ou pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Et en fait, même les gens qui ont qui font un travail qui est très ennuyant, ils peuvent trouver du sens en disant que c'est pour pouvoir permettre à leur famille de grandir ou c'est pour pouvoir permettre à des usagers de bénéficier de leurs services. Et ceux qui le font, ils rapportent une meilleure productivité et une plus grande satisfaction au travail. Ensuite, il y a cette idée de pouvoir favoriser des récits rédempteurs, c'est-à-dire aider les gens à finalement passer d'un tout était blanc à tout était noir, ou bien tout était noir et tout était noir, à quelque chose où finalement les gens peuvent identifier qu'il y a des changements qui sont positifs. Et puis, favoriser l'élévation de la vie quotidienne, permettre aux gens de pouvoir se distancer de leur vie quotidienne. Et c'est ce sur quoi je vais revenir maintenant. Je vois que le temps file, mais avec la question de la belle vie, c'est-à-dire, je vous disais avant, finalement, la symbiose de tout ça, de tous ces éléments, ça va être comment est-ce qu'on peut favoriser le sentiment que les gens aient une belle vie. Et ce que je vous propose ici, c'est la méthode Super Better, qui est en fait une méthode qui a été développée pour apprendre à transformer sa réalité en un jeu. C'est un jeu qui a été développé, c'est un livre qui a été développé par une conceptrice de jeux vidéo qui s'est retrouvée dans une situation très difficile et qui, pour pouvoir la surmonter, a dit « mais en fait, si j'utilisais tout ce que je sais des jeux vidéo pour faire de ma vie un jeu ». Elle a appliqué tout ça dans son contexte et ça lui a permis de pouvoir sortir de cette situation très difficile. Elle a commencé à partager par des vidéos ce qu'elle avait vécu, comment elle avait utilisé ce qu'elle a défini comme étant ses règles du jeu. Et puis c'est devenu viral. Et il y a tout plein de gens qui ont utilisé cette méthode, que ce soit pour se remettre d'une rupture amoureuse, combattre le cancer ou lutter contre la perte de l'emploi, par exemple.
L'idée de base de cette méthode, c'est que l'implication pour les trajectoires professionnelles, c'est que vous n'êtes plus un jeune qui doit trouver une place d'apprentissage ou qui doit faire un choix professionnel. Vous n'êtes plus non plus un employé qui va devoir accomplir toutes sortes de tâches ennuyeuses. Et vous n'êtes plus une personne au chômage qui va devoir trouver un emploi. Mais vous êtes un super-héros qui a des super-pouvoirs, qui doit accomplir une mission, combattre des bad guys, qui doit identifier quels sont ses alliés et puis qui va devoir célébrer ses victoires. Rien que dit comme ça change complètement la perspective, vous êtes d'accord? Donc en fait, cet auteur elle a identifié 7 règles principales si vous voulez tourner votre réalité en un jeu. La première, c'est d'accepter le challenge. C'est-à-dire que quand vous jouez, vous n'allez pas, quand vous vous lancez dans un jeu, vous n'allez pas chercher la facilité. De base, les jeux, c'est rajouter tout plein d'obstacles inutiles qui rendent le jeu intéressant. Sinon, si on pense au golf, si vraiment on avait voulu que ce soit facile, on aurait tapé avec une grande raquette dans une énorme balle pour aller dans un trou très grand situé à quelques mètres. Mais quand on est dans l'esprit du jeu, en fait, on voit les contraintes comme des moyens d'avoir plus de plaisir. Donc en fait, déjà se dire, mais c'est un jeu. Ça va faire une grande différence dans la manière dont on perçoit notre réalité. Parce que c'est plus des contraintes, mais c'est plus des contraintes subies, mais il y a quelque chose de l'ordre des sources d'amusement, en fait. La deuxième, ça va être d'identifier ces super-pouvoirs. Quels sont les super-pouvoirs que vous avez pour accomplir votre mission et les quêtes que vous allez concevoir en direction de cette mission? Qui sont les bad guys? Qu'est-ce qui sape votre énergie? Qu'est-ce qui rend vos journées tellement compliquées? Les identifier et puis les combattre. Trouver plusieurs stratégies. Dans les jeux vidéo, en général, vous pouvez essayer d'éviter, mais souvent ça ne marche pas très bien. Vous pouvez essayer de combattre activement, ou bien alors vous pouvez anticiper pour éviter d'avoir à le combattre trop régulièrement. Vous pouvez aussi vous dire, mais finalement, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que ça va m'empêcher de passer une bonne journée? Est-ce que ça va m'empêcher d'atteindre mon objectif? Puis vous pouvez même encore essayer de recadrer les choses en disant, mais au final, est-ce que je ne peux pas en tirer un avantage? Et c'est vrai que souvent, les obstacles, on les voit comme étant des sources de frustration, comme des contraintes inutiles. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est que c'est parce qu'il y a des obstacles, parce qu'on est confronté à des choses difficiles, qu'on développe de nouvelles compétences. Et de voir les obstacles qu'on rencontre comme des bad guys qui vont nous permettre de devenir plus forts, finalement, c'est une stratégie aussi pour mieux s'approprier ces contraintes. Ensuite, ça va être d'identifier ses alliés qui pourraient être vos personnes ressources dans ces situations-là. Identifier quels sont vos power-up. Dans les jeux vidéo, vous avez toujours des petits items qui, une fois que vous les prenez, ils vous rendent plus rapide, ils vous redonnent de l'énergie ou de la vie, etc. Vous, dans votre vie, concrètement, qu'est-ce qui vous permet de vous ressourcer, de recharger vos batteries, de vous faire vous sentir juste un tout petit peu meilleur? Et puis après, dans les jeux vidéo, on célèbre les victoires. Et je vous disais, finalement, ça rassemble tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Parce que finalement, quand on accepte le challenge, quand on voit les choses comme un jeu, on s'élève de la vie quotidienne, ce qui est une des sources de sens. Ensuite, les super-pouvoirs, ça peut être les forces de caractère. Quand on accomplit des quêtes en direction d'un but qu'on s'est fixé, finalement, il y a cette notion d'engagement vers quelque chose de plus grand, qui est lointain et stable, mais qui permet de contribuer à la société. Quand on recadre les difficultés qu'on rencontre comme des bad guys à combattre, on est de l'ordre du récit rédempteur aussi, de se dire finalement ces bad guys, ils permettent de développer des compétences, des stratégies, de la créativité. Quand on identifie les alliés, on va pouvoir essayer de favoriser le fait d'avoir des moments de connexion avec notre entourage. Et puis quand on célèbre les victoires ou qu'on identifie ces power-up, finalement c'est une source d'émotions positives. Ça va être d'essayer de susciter des émotions positives. D'accord. Ok. Pourquoi, empiriquement, finalement, quels sont les résultats d'adopter une telle approche? Est-ce qu'il y a des sous-bassements scientifiques ou est-ce que c'est juste que c'est fun? Non, alors en fait, il y a plusieurs études qui sont intéressées à ce qu'ils appellent le caractère joueur, la playfulness, notamment chez les adultes et au travail. Ils montrent qu'en fait, plus les gens ont ce caractère joueur, plus ils sont satisfaits de leur vie, plus ils sont enclins à provoquer ou à vivre des activités qui sont plaisantes, plus ils vont avoir un style de vie actif,
Et là, les résultats sont un peu moins faibles, mais plus ils seraient en meilleure forme physique. Et puis plus concrètement, par rapport à cette méthode SuperBetter, il y a des recherches empiriques qui ont commencé à être entreprises, où ils ont demandé à des gens, à des adultes, de jouer à ce jeu. Alors ils ont testé 2 versions, une version en ligne et puis une version en réel en fait. Puis dans les 2 cas, ils montraient que les gens qui avaient joué à ce jeu, qui pendant quelques temps avaient vraiment essayé de transformer leur réalité en un jeu, ben, ils avaient une diminution de leur anxiété, une diminution des symptômes dépressifs également, une augmentation de la satisfaction avec leur vie et puis une augmentation de leur soutien social. Donc ça veut dire qu'il y a réellement quelque chose qui serait à appliquer et à vivre. Après, au niveau de l'utilisation de ce jeu dans le niveau organisationnel, on n'a pas encore de résultats d'études là-dessus. Ça fait partie des choses, en tout cas, je trouve que ça vaudrait vraiment la peine de pouvoir évaluer si ça change quelque chose au niveau du sens du travail et de la sentiment d'efficacité au travail. Probablement que le fait de jouer à ce jeu, c'est mes hypothèses, sur son lieu de travail, ça peut augmenter le sens qu'on voit à son travail, mais ça peut aussi prévenir le burn-out. Une fois, j'ai juste évoqué à une de mes collègues qui était vraiment dans un gros down au niveau du travail, je lui ai juste dit, mais voilà, quels sont les quelques principes de la méthode, et quelques mois plus tard, elle m'a dit, mais Shekinah, ce que tu m'as dit, je crois que ça m'a permis d'éviter le burn-out, parce que suite à ça, à chaque fois qu'il y a eu des situations difficiles, je me suis dit, mais c'est un jeu. Puis que ça lui avait permis de prendre de la distance. Donc une des hypothèses, c'est que ça pourrait contribuer à prévenir les situations de burn-out. Et puis, suite à une formation que j'ai donnée à mes collaborateurs, l'un d'eux m'a dit, mais je crois que tu ne réalises pas que ça nous fait un choc existentiel d'utiliser cette méthode, et puis qu'on a tout à coup le sentiment d'être à nouveau acteur de notre vie et acteur de notre travail. Donc une autre des hypothèses, ce serait de dire que finalement, voir les choses comme un jeu, ça pourrait contribuer à rendre les gens plus les propriétaires de leur vie d'une certaine manière. Après, je vais conclure là-dessus, je vais aller rapidement. Mais je me disais, voilà, accompagner les trajectoires de vie, mais il y a aussi accompagner les accompagnateurs. Et j'imagine si vous êtes là ce soir, c'est aussi que vous-même, vous accompagnez des gens qui sont dans des trajectoires. Et il y a aussi des enjeux à ce niveau-là, parce qu'on a réalisé une étude sur le bien-être des psychologues conseillers en orientation dans le canton dans toute la Suisse romande, en fait. Puis on a classifié les résultats obtenus par ces personnes en différents types de profils, en fonction de la demande psychologique qu'ils percevaient dans leur travail. Est-ce que c'est un travail qui est exigeant ou pas? Et puis en fonction de la latitude qu'ils avaient pour pouvoir prendre les décisions dans leur travail. Puis ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, il y a quand même une bonne partie, une grande majorité qui considérait que oui, les charges psychologiques, la demande, elle était grande, et puis que la latitude, elle n'était pas nécessairement très élevée. Et ça a des implications parce qu'ensuite, quand on a regardé les scores de ces personnes aux différentes échelles de bien-être, de stress qu'on leur a fait passer, on s'est rendu compte que ceux qui finalement avaient l'impression que leur travail n'était pas très demandant et puis que la latitude était, qu'ils avaient beaucoup de latitude pour le faire, qu'ils avaient peu de latitude pour le faire, en fait, c'est des gens qui finalement n'étaient pas très engagés dans leur travail. Alors en tout cas, ils n'avaient pas de burn-out, mais ils ne voyaient pas tellement de sens non plus à leur travail. Après, pour ceux qui avaient l'impression qu'ils avaient une grande latitude, mais qu'ils n'avaient finalement pas beaucoup d'enjeux, pas beaucoup de demandes au niveau psychologique, là, on voyait qu'ils étaient relativement satisfaits. Ils avaient un bien-être relativement élevé, puis peu d'épuisement professionnel. Puis quand on en arrivait à ceux qui avaient l'impression que leur travail leur demandait beaucoup, et puis qu'ils avaient peu de latitude pour le faire, là on voit que c'est vraiment la catastrophe où finalement la satisfaction professionnelle n'est pas très élevée, est négative, le bien-être, le sens du travail et l'engagement, tout est au ras des pâquerettes. Il y a juste l'épuisement professionnel qui là pointe dans la direction positive. À l'inverse, les gens qui avaient l'impression que leur travail était demandant puis qu'ils avaient la latitude pour le faire, c'est ceux qui se disaient au final les plus satisfaits de l'ensemble des profils. Et du coup, je pense que ces résultats, ils sont intéressants dans le sens où, finalement, les accompagnateurs des trajectoires professionnelles, eux-mêmes,
peuvent vivre une certaine désillusion, surtout si on choisit son travail pour le côté relationnel, parce qu'on aime le contact avec l'humain, qu'on a envie de les aider, et qu'on se retrouve face à toutes sortes de contraintes institutionnelles, administratives, qui font qu'on doit faire mieux en moins de temps, et où finalement on peut être soumis à un stress perpétuel. Et du coup, peut-être mon message pour la fin, c'était de vous encourager aussi à appliquer ou à vous inspirer de ce qui a été présenté ce soir pour prendre soin de vous aussi en tant qu'accompagnateur et transformer votre contexte professionnel en quelque chose qui vous permet de vivre vos forces. Avec une conclusion sur cette citation que si vous n'êtes pas le héros de votre propre histoire, alors vous manquez tout le point de votre humanité. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Shekinah. On est rentré très curieux et maintenant on ressort super héros, donc tout va bien, magnifique. Le temps des questions. Donc, le moment est à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que, en termes d'usage dans les organisations, aujourd'hui, il y a des retours sur... est-ce que c'est en développement ou est-ce qu'on en est par rapport à ça aujourd'hui? Alors, dans le contexte suisse, je ne suis pas sûre. Aux États-Unis, en tout cas, il y a pas mal de travaux qui se font là-dessus. Après, je pense que il y a clairement un potentiel d'implémentation au sein des entreprises, de toutes les entreprises. Je pense que c'est des fois encore pas facile à admettre qu'un employé heureux est un employé productif qui voit du sens à son travail, etc. Après, je ne sais pas quelle est votre réalité, si ça correspond à ça, mais dans tous les cas, la psychologie positive, elle a même pas une vingtaine d'années. Elle est partie des États-Unis, elle commence lentement à arriver en Europe, et puis je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour aller dans ce sens-là. Oui. Oui. Oui, par rapport à ce que vous avez dit, il y a quelque chose, je trouve, qui est très puissant au niveau de la recherche d'emploi, c'est de le faire en groupe. Et donc, je travaille à l'antenne Objectif Emploi de la commune de Meyrin. Je suis intervenante en action collective, donc j'anime des groupes de chercheurs d'emploi. Et là, on retrouve finalement ce que vous dites là, c'est-à-dire cette notion d'allié. On le fait ensemble, il y a de l'entraide, etc. Et j'ai l'impression qu'en fait, en Suisse, il n'y a pas beaucoup d'initiatives de ce genre. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler d'autres. Ça m'intéresserait de pouvoir partager avec des gens qui sont aussi dans cette démarche. Oui, alors vous avez une conseillère d'orientation ici qui m'a dit juste aussi avant qu'elle travaillait en groupe avec les chômeurs d'emploi, qui avait le projet de développer des ateliers de psychologie positive. Avec une collègue, on a déposé auprès de l'ORP Vaud un projet pour avoir des ateliers de psychologie positive pour prévenir les troubles psychiques et la dépendance chez les chômeurs. Donc, ça commence à émerger et peut-être ce sera l'occasion ce soir de réfléchir. Oui. Je m'appelle Marianne Cesser et j'aimerais rebondir sur ce que dit Madame. Je pense qu'une des méthodes les plus intéressantes, pour moi en tout cas, c'est de mélanger la formule groupe avec des séances individuelles. Parce que dans un groupe, on ne peut pas toujours tout dire. Et effectivement, le groupe porte aussi l'accompagnateur. Et c'est très fort. Et puis, juste la deuxième question, c'est par rapport à l'âge dont je fais partie. Et en fait, les plus 50 ans, ce sont très jeunes aujourd'hui, je peux vous le dire, mais c'est le marché qui nous bloque. Et force est de constater qu'on peut aider les gens à changer de trajectoire, mais si le marché met 35-40 ans, et aujourd'hui à Genève, on commence carrément à dire aux gens, vous a refusé à cause de votre âge. Et pour moi, c'est un des plus grands problèmes. Tout à fait. Puis on est dans l'ordre de la discrimination qui est finalement la même que la discrimination sur la base du sexe ou sur la base de l'appartenance religieuse, etc. Et c'est vrai que c'est réellement une problématique qu'on ne peut pas nier. Mais par contre,
que de se focaliser excessivement sur l'âge, finalement, ça n'apporte rien. Mais c'est vrai que c'est vraiment une problématique. Mais justement, quand on reçoit les personnes qui ont perdu leur emploi, dans la courbe de l'acceptation, que je pense ici la plupart connaissent, c'est de vite faire le deuil de l'âge et dire c'est pas vraiment le problème, il faut trouver d'autres options. Ouais, effectivement. Bon, après, vite faire le deuil, ça va tout de suite. Et puis peut-être que c'est aussi... je donne 6 semaines. C'est pas la perte d'une personne, c'est peut-être la perte d'un travail qu'on a aimé, mais si on a un programme de 3 mois, c'est 6 semaines maximum. Et sinon, ça devient pathologique, comme vous l'avez dit. Après, ça me permet peut-être de rebondir parce que finalement, je ne vous ai pas tellement parlé un peu des limites ou des implications délicates que ça peut avoir aussi dans le monde de l'entreprise, où finalement, on peut avoir une certaine injonction à ce que les gens rebondissent, une injonction à ce que les gens donnent du sens. Et puis là, c'est quelque chose où ça peut devenir délicat. Typiquement, l'injonction que les gens utilisent leur force de caractère, en fait, ça a été démontré que des fois, les gens vont vouloir aller trop loin et en fait, ils vont peut-être être même encore plus déçus quand ils ratent un objectif alors qu'ils utilisaient leur force, justement parce qu'ils avaient l'impression que c'était quelque chose qui était identitaire et puis qui leur apportait de la satisfaction. Donc, effectivement, je pense que là, il y a quelque chose de l'ordre des contours et des limites et des bonnes pratiques qui restent encore aussi à définir et qui sont finalement très peu abordées dans la littérature sur comment éviter d'exiger que les gens soient résilients, rebondissent et soient positifs, qui finalement est juste contre-productif. Donc, bien sûr, il faut respecter chacun et chacune, chacun son trajectoire. Oui, on dit ça sert à rien de tirer sur les fleurs pour les faire pousser plus vite. Mais c'est vrai que c'est des processus de deuil qui prennent du temps aussi. Vous avez parlé des sources d'émotions positives. Alors c'est vrai qu'il y en a certaines qui nous ont fait tout de suite réagir positivement. Est-ce que vous avez des recommandations pour aller justement creuser, trouver ces sources, des méthodes, des recueils de livres? Alors, effectivement, déjà, dans le livre Super Better, elle parle aussi justement de ces power-up qu'on peut collecter, mais typiquement avec quelqu'un qu'on a en face, ça peut vraiment être de dire, mais finalement, quelles sont les petites actions, quand vous les faites, ça rend votre journée juste un peu meilleure. Et puis, laisser la personne trouver elle-même quelles sont ses sources. Mais en général, on va être de l'ordre des relations avec les autres. Ça peut être juste envoyer un message, un SMS à quelqu'un qu'on apprécie. Ça nous fait nous ressentir de l'amour. En plus, on risque de recevoir un autre, donc on risque d'en avoir deux. Le contact avec la nature, c'est souvent quelque chose qui va être très plaisant. Le fait de pouvoir savourer, même juste de sortir et prendre le soleil pendant 10 minutes. Des fois, ça va permettre de recharger les batteries. Tout ce qui a trait à la nourriture aussi, le fait de savourer, de se préparer des repas à l'avance et puis de se réjouir de les manger le lendemain, etc., des repas sains, équilibrés. Donc il y a tout plein de petites sources qu'on peut amener les gens à trouver, les guider. C'est souvent des ressources qu'eux-mêmes ils savent qu'ils ont, qui viennent assez spontanément, mais qui ne pensent pas à implémenter délibérément pour améliorer une journée. Après, il faut être attentif quand même, la personne par exemple qui va dire ma source positive c'est la cigarette. Peut-être il faudra dire qu'est-ce qu'il y aurait d'autre par exemple. Enfin voilà, oui donc la cigarette, on prend note quoi d'autre. Puis effectivement essayer de miser plutôt sur ces petites sources qui ne sont pas nocives au final. Ouais. Oui. Et que ça provoque quoi? De la jalousie. Ah. Comment éviter d'être positif sans que ça provoque de la jalousie? Alors, en tout cas, pour ma part, je n'ai pas fait d'études là-dessus. Après, sur les forces de caractère, justement, il y a quelque chose où, en fait, souvent, c'est des forces qui vont servir... Enfin, une des caractéristiques de ces forces dont je n'ai pas parlé, c'est qu'en fait, elles ne doivent pas servir à diminuer l'autre, en fait. Donc, ce n'est pas quelque chose dont on va se servir pour que vous ayez obtenir de la gloire ou faire que quelqu'un se sente inférieur, par exemple. Mais effectivement, je pense que il y aura de toute façon,
enfin, ce qui me vient en tête, c'est que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous serez critiqué. Donc autant agir avec votre âme et conscience. Et puis je pense que voilà, si pour vous c'est plus important de voir les choses sous un angle qui est inspirant et puis qui vous conduit, ça va rallier certaines personnes et puis les autres auront encore un peu de chemin. Oui. Comment vous expliquez que dans le monde de l'entreprise d'aujourd'hui, il y ait autant d'absentéisme, de turnover, de burn-out? Alors ce que vous dites nous semble évidemment évident, mais ça semble si peu et si mal appliqué dans le monde du travail. Pourquoi? Finalement, vous demandez pourquoi est-ce que toutes ces choses qui au final paraissent simples et évidentes, on ne les applique pas spontanément dans le monde du travail. Moi, je n'ai pas le sentiment que toutes les entreprises ont ce souci-là, que ça soit le bien-être. Vous dites qu'un employé épanoui va mieux produire, plus produire, c'est clair. Mais j'ai l'impression que c'est tellement éloigné du souci, des préoccupations en fait de beaucoup d'entreprises. Ouais. Alors, peut-être vous vouliez vous répondre? Oui, j'ai peut-être un élément de réponse. Il y a un livre qui est paru il y a quelque temps, qui est absolument fabuleux, qui s'appelle Reinventing Organizations. Et ils ont une édition illustrée qui est tout en français et qui parle justement de ces entreprises qui vivent ça, qui mettent ça en place avec un nouveau type de management. C'est en train de se développer. Donc il reste des sources d'espoir. Effectivement, je pense qu'il y a des nouvelles choses qui émergent. Après, quand vous posez la question de savoir comment finalement est-ce qu'on a un mode organisationnel qui n'est juste pas adapté à ces préoccupations-là, ce qui me vient à l'esprit, mais après c'est juste mon avis et ma réflexion sur le moment, c'est qu'en fait, toutes ces questions sur le bien-être, le sens de la vie, etc., on a le temps, c'est assez récent qu'on a le temps de se poser ces questions-là. Avant, on ne se préoccupait pas de savoir quel était le sens de notre travail, déjà parce que souvent, on avait un rapport très concret dans l'ère agricole, industrielle. Enfin, on avait tout de suite le résultat de nos travaux. Puis, on avait aussi beaucoup moins de temps pour réfléchir. Et puis, les équilibres sphère privée, sphère professionnelle étaient très différents. Et finalement, c'est comme si les entreprises étaient restées dans ce mode industriel en termes de manière de manager, et puis que la société évoluait avec des attentes à l'égard du travail qui sont différentes, notamment parce qu'il y a plus de temps pour réfléchir à ces questions-là. Qu'est-ce qui contribue à mon bien-être et à valoriser ça aussi. Mais je ne sais pas si ça fait du sens ou pas. Oui. Dernière question. Parce qu'après, il y aura de toute façon l'apéritif, donc on va pouvoir réviser. Moi, c'est pas une question, c'est juste comme on était sur des citations de livres. Le livre L'hiver d'Ish, je ne sais pas si vous connaissez, ça peut être aussi, c'est aussi une méthode, je ne l'ai pas fini encore, mais c'est aussi une méthode justement telle que celle que vous avez. D'accord, Viverdice, vous avez dit. Viverdice. Viverdice. Ah, en allemand, d'accord. D'accord. Ok, d'accord. D'accord, merci. Mais du coup, est-ce qu'on prend quand même la question? Allez, une toute dernière. Je voulais vous dire, quand on est face à des gens qui ont été démolis par le travail, et il y en a beaucoup, voilà, moi je tente d'activer toutes ces ressources de ce côté-là, mais parfois je suis quand même envahie par un certain malaise parce que je me dis, on demande à l'individu d'agir alors qu'il y a un environnement nocif autour, et voilà, et l'individu est censé faire tout le travail. Ouais, tout à fait. Parfois, je suis un peu mal à l'aise avec ça. C'est vrai qu'effectivement, je pense que c'est aussi, ça nécessite d'avoir une approche plus systémique et de prendre en compte l'environnement parce qu'effectivement, de nos jours, on demande énormément à l'individu. On n'a plus d'institutions qui offrent du sens gratuitement, on n'a plus tellement de ressources communautaires et sociales qui vont pouvoir permettre d'avoir des alliés, etc. Et c'est vrai qu'on place une très grande responsabilité sur l'individu. Et c'est vrai que la réflexion, ça va être aussi des fois, quand une personne elle est dans un contexte trop nocif, il va falloir changer le contexte, il ne va pas y avoir d'autres solutions. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Et ça va peut-être avec ses limites où finalement on a envie on a envie de pousser les gens à prendre les choses en main puis à résoudre les problèmes, alors que des fois on est juste face à des choses, des contraintes qu'on ne peut pas modifier.
pour rester dans les citations, il y a une citation qui dit j'aimerais avoir la sagesse d'identifier ce que je peux changer, l'humilité d'identifier ce que je ne peux pas changer, puis la sagesse de faire, quelque chose comme ça, la sagesse de faire la différence entre les deux. Et puis c'est vrai que là, il y a quelque chose qui est une réflexion qui est à avoir aussi. Très bien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était une très belle rencontre, merci. Alors j'ai vu que plusieurs d'entre vous prenaient des photos de la présentation. Elle sera disponible d'ici la fin de la semaine, j'imagine, sur notre site mrhc.ch dans l'onglet Afterwork. On fera, il y a l'enregistrement son, donc dès qu'il y aura un peu de temps, c'est-à-dire d'ici quelques temps, pour pouvoir faire le montage, la présentation plus donc la conférence en fait dans son intégralité sera mise à disposition sur le site aussi. Voilà. Donc sortez vos agendas. Le prochain Afterwork aura lieu le 11 octobre prochain. Toujours, c'est 3 fois par an, par saison. On aimerait que ce soit plus souvent, mais voilà, si après on rencontre comme ce soir. Toujours en partenariat avec HR Genève. Et c'est un thème bien différent qui sera celui de société digitale, comment rester humain, à l'occasion de la sortie du livre éponyme de Sandra Anlard aux éditions Duno. Sandra Anlard est la fondatrice, une des cofondatrices des programmes de formation du MAS, en particulier Management, Ressources Humaines et Carrières. Donc on sera particulièrement touché de l'accueillir ici à l'automne. Autre rencontre, bien plus tôt, là ça fera patienter un peu, c'est le 31 mai, pardon, ça va venir, on va aller voir un peu, c'est mieux. 31 mai, c'est la remise de diplôme, et donc il y a toujours des conférences pendant cette remise de diplôme. La première, il y en aura une en particulier, toujours sur la question de la transformation numérique et l'intelligence artificielle, défis contemporains des ressources humaines. Alors, Céline Bareil, qui nous vient de HEC Montréal, qui sera là pour donner le cours et donc qui fera la conférence ce soir même pendant la remise de diplôme. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes bienvenus. Il faudra simplement, si vous n'êtes pas, l'information va circuler via la newsletter très prochainement, la semaine prochaine probablement. Sinon, inscrivez-vous toujours à l'adresse mrhc@unige.ch. Voilà, j'ai fini, j'ai bientôt plus de voix, donc c'est le temps de me taire. L'apéritif nous attend. Merci. Encore belle journée.